Les députés nationaux ont adopté mardi 30 novembre la proposition de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. 383 élus nationaux sur 387 présents à la plénière ont autorisé pour la 13e fois cette prorogation dans le but de poursuivre les efforts de rétablissement de la paix dans la partie est du pays. Dans son exposé, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau, Rose Mutombo, consciente de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans ce coin du pays, a confirmé le désir et la volonté du gouvernement sous la vision du chef de l'État de poursuivre les opérations militaires. D'après les premiers éléments à ma disposition, la situation dans son ensemble est sous contrôle des éléments de nos forces armées dans les provinces concernées, en dépit de quelques attaques, exactions et tueries causées sur nos compatriotes. C'est le cas depuis la nuit de dimanche à lundi 29 novembre 2021 à Mahagi, au centre commercial d'Amé, dans la chefferie de Ducote, en province de l'Ituri, avec un bilan de 9 personnes tuées, plusieurs blessés et des cases incendiées. Cette situation peu reluisante n'est pas à généraliser dans tout l'espace sous état de siège, car dans la province du Nord Kivu, il y a eu plusieurs cas de reddition de près de 300 miliciens du groupe armé ACPS, la conquête de plusieurs localités du territoire de Walikale, Massissi, Rutshuru et des sanctuaires des ADF dans le Grand Nord. La nouvelle prorogation donnera ainsi du temps à nos forces de défense et de sécurité de parvenir à l'anéantissement de l'ennemi, ce qui est le socle même de ce projet de loi que j'ai l'insigne honneur de présenter pour adoption par l'Assemblée nationale. Lors du débat, certains députés nationaux ont soutenu la mutualisation des forces armées ougandaises et congolaises pour traquer les ADF et d'autres troupes négatives. Nous venons d'être reçus par le président de l'Assemblée nationale et nous avons transmis les messages dont il était question de la part de la base et nous avons eu des réponses très réconfortantes de la part de l'honorable président de l'Assemblée et qui reflètent même cette volonté qui est présente pour qu'on arrive quand même à finir avec cette tragédie de l'Est. Nous avons transmis le message et c'est l'essentiel et l'objet de notre émission à Kinshasa et nous avons eu des réponses telles que nous venons de les répéter, très encourageantes de la part de l'honorable président de l'Assemblée. Nous demandons encore de ne pas perdre espoir. Je crois que la volonté d'en finir avec cette misère qui leur a été imposée gratuitement est là. Et nous l'avons senti par le biais du président de l'Assemblée nationale. Le président du Sénat, Modeste Bati Lukebo, a eu une séance de travail avec la délégation de la province de Lualaba, conduite par la gouverneure Aïe Fufi Masuka et la délégation de l'entreprise chinoise Sicomine avec à sa tête son directeur général. Les deux parties sont venus solliciter le bon office du président de la Chambre de sages pour mettre fin aux divergences qui les opposent. Pour le gouverneur Aïe de Lualaba, sa province ne tire pas profit de minerais extraits par Sicomine, car cette entreprise chinoise ne paye pas de taxes locales. La Sicomine, à son tour, se défend et soutient qu'elle bénéficie des exonérations, se basant sur la convention signée entre la RDC et la Chine, ce qui est à la base de la divergence de ces deux pays. À ces jours, comme nous l'avions dit au président du Sénat, nous ne voyons pas l'apport de la société Sicomine au niveau de la province du Lualaba, bien qu'au niveau du pays, au niveau de la République, la société Sicomine est en train d'intervenir. Mais on ne peut pas servir le reste de la République et oublier totalement la province du Lualaba. Donc nous avons échangé des avis là-dessus et nous avons trouvé des compromis de bonnes marches de deux parties, la province du Lualaba, la société Sicomine, pour pouvoir nous mettre ensemble, essayer de chercher des projets sociaux qui vont donner aussi l'avantage à la population de Lualaba.
Nous allons travailler pendant peut-être 2 ou 3 jours pour que nous puissions sortir avec des projets favorables à la province du Lualaba. Grâce à la sagesse de Modeste Bahati Lukwebo, les deux parties ont trouvé intérêt d'attendre et ont convenu de regarder dans la même direction pour l'intérêt général. Le président du Sénat a rappelé la partie chinoise que la vision du chef de l'État est d'avoir les investisseurs qui font les actions qui profitent à la population dans le respect des lois du pays. C'est parti pour les travaux de la revue sectorielle conjointe technique, éducation et formation de la RDC 2021. Organisée par le secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur de l'éducation. En collaboration avec les ministères en charge de l'éducation et de la formation, la revue technique conjointe 2021 s'inscrit dans le cadre d'un dialogue sectoriel inclusif avec l'implication et la participation active de toutes les parties prenantes, aussi bien dans la coordination des activités préparatoires que dans les travaux proprement dits. Pour le secrétaire permanent du SPAS, la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation définit les priorités d'action pour le secret de l'éducation durant les 6 années à venir à compter de 2016. Pour cela, la stratégie préconise un certain nombre de réformes qualifiées de stratégiques, parce que justement, elle projette notre système éducatif dans le futur, en développant ainsi sa capacité d'anticipation. Les revues conjointes sont pour nous tous l'occasion de marquer un coup d'arrêt, vous m'entendez, pour regarder en arrière et voir ce qui a pu être fait, et pour regarder en avant et voir ce qui reste à faire en s'appuyant bien sûr sur des plans d'action, des bilans, des évidences, des recommandations, etc. Pour sa part, la ministre de la Formation professionnelle note que son ministère, qui fait face aux multiples problèmes, entend capitaliser les résultats de cette revue. L'organisation de ces assises permettra à mon ministère, qui fait face aux nombreux défis, à relever sur tous les plans, de capitaliser les résultats qui en seront issus. Cela constitue une nécessité pour améliorer la qualité de notre système de la formation par des réformes utiles et durables en harmonie avec les objectifs du développement durable au début en cible. En tant que président du groupe thématique de l'éducation, le professeur Tony Mwabakazadi, ministre de l'EPST, a rendu un vibrant hommage au président de la République qui a placé l'éducation au centre des priorités du gouvernement. Selon lui, la stratégie sectorielle adoptée par le gouvernement en 2016 vise à aligner toutes les actions éducatives sur la vision du président de la République. Cette revue conjointe, organisée par les secteurs, est donc l'occasion d'évaluer ensemble les résultats enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle. Et là, pour objectif de nous permettre d'analyser ensemble les progrès que nous avons pu accomplir dans notre action collective, les difficultés que nous avons rencontrées dans la mise en œuvre des différents programmes sectoriels, mais surtout de relever les grands défis qui se posent dans les secteurs. En effet, au-delà du bilan de la mise en œuvre de la stratégie, cette revue technique qui vise à préparer la grande revue d'étape dont les assises se tiendront en 2022 devra de manière prioritaire identifier les grands défis du secteur sur lesquels nous sommes tous attendus et qui nécessitent des échanges et des débats dans l'optique de rendre le système plus performant et plus résilient. Le ministre de l'EPST a par ailleurs émis le vœu de voir ces assises de 3 jours aboutir sur des recommandations claires pouvant favoriser la mise en œuvre des réformes sectorielles de l'éducation.
Alors que les yeux du monde entier sont fixés sur la pandémie à Covid-19, le sida reste encore d'actualité. Si différents vaccins contre la Covid ont été trouvés en quelques mois seulement, aucun jusque-là contre le VIH n'a été trouvé. Après plusieurs mois de recherche, pourtant il reste toujours une pandémie. D'après l'ONU-SIDA, les indicateurs sont au rouge. Au moins 68 000 personnes ont perdu la vie en 2020 suite au VIH-SIDA, ce qui représente une difficulté pour les nations d'atteindre l'objectif d'une éradication d'ici 2030. Cette instance des Nations Unies plaide pour la fin des inégalités, sans oublier la pauvreté et la scolarité qui constituent des obstacles redoutables contre cette pandémie dans le monde. Les inégalités sont à la base de beaucoup de maux, notamment pour la lutte contre le VIH-Sida. Si les droits humains ne sont pas respectés, s'il y a la discrimination et la stigmatisation, s'il y a des laissés à côté et des laissés pour compte, tout ça contribue à la prolifération du VIH-Sida. Et d'après l'OMS, les personnes vivant avec le VIH peuvent développer des formes graves de la pandémie à Covid-19. Selon les recherches, 3 facteurs à risque entrent en jeu: un système immunitaire affaibli, des infections médicales sous-jacentes, aussi la vieillesse. L'ONU-SIDA chiffre à 7,7 millions le nombre de décès qui pourraient être liés au sida entre 2021 et 2030 si la couverture des services de prévention et des traitements restés au niveau de 2019. Par contre, si la stratégie mondiale de lutte contre le sida est exécutée et les objectifs de 2025 atteints, au moins 4,6 millions de ces vies peuvent être sauvées au cours de la décennie. En République démocratique du Congo, on parle de 17 000 personnes qui meurent chaque année suite à cette pandémie. Entre-temps, le taux de prévalence est de 0,7% parmi les personnes âgées. Mettre fin aux pandémies, c'est la thématique choisie sur l'échiquier mondial pour commémorer cette année la journée internationale des luttes contre le VIH-Sida, célébrée le 1er décembre de chaque année. La menace du sida plane toujours sur l'humanité 40 ans après de premiers cas. Aujourd'hui, l'engagement de mettre fin au sida à l'horizon 2030 a pris du retard suite aux inégalités structurelles qui entravent les solutions efficaces de prévention et de traitement du VIH. Les personnes séropositives au VIH courent de grands risques face au Covid-19, a soulevé le docteur Sofoni. Pour les cas de contaminés au Covid-19, le risque est très élevé avec les comorbidités parce que l'immunité étant davantage fragilisée, l'on s'est rendu compte que le taux de mortalité des personnes Covid-19 positives et étant déjà VIH positif, le taux de mortalité était très élevé. Donc il est très important en cette période de respecter les mesures barrières de distanciation sociale et il est aussi important de respecter les mesures de protection contre le VIH, l'abstinence, la fidélité et pour les personnes qui sont adultes en âge sexuellement actif, l'utilisation des préservatifs. Malgré les avancées significatives enregistrées dans la lutte contre le sida, ce professionnel de la santé insiste sur la prise en charge de personnes atteintes et le mode de traitement. Prendre en charge des personnes, on fait d'abord des examens. Lorsque les examens s'avèrent positifs, on refait encore lorsque c'est positif. On fait un counseling pour conseiller le malade. Il y a un système il y a des jours de consultation pour les personnes immunodéprimés pour savoir comment leur donner des conseils, comment est-ce qu'ils abordent la maladie pour qu'ils puissent d'abord accepter la maladie et puis pour qu'ils puissent ne pas contaminer les proches ou avoir d'autres infections opportunistes. C'est un peu ça. Et maintenant, dans le cas du traitement, le traitement antirétroviraux, qui est le TAF. En RDC, on utilise la TFD, la tolutéravir, la nodine et dolutéravir. Donc, c'est un traitement à base de 3 molécules. La tolutéravir, l'amivudine, et on leur donne cela pour permettre à ce qu'ils puissent mieux se porter. Maintenant aussi, on doit calculer la charge virale. On calcule la charge virale chaque temps
on calcule chaque temps. C'est en 1988 que l'Assemblée générale de l'ONU avait exprimé sa vive préoccupation devant la pandémie de sida, choisissant ainsi la date du 1er décembre comme celle consacrée à la commémoration de ce fléau. Occasion de réfléchir sur le mécanisme à mettre en place pour l'éradiquer. Chères Quinoises et Quinois, aujourd'hui, je vais vous parler du VIH-Sida. Notre ville, province de Kinshasa, a souscrit depuis 2014 à un engagement international dénommé « Les villes s'engagent », parce que les grandes villes du monde portent une grande part du fardeau mondial de l'épidémie du VIH. Pour en finir, il faut plus de leadership politique, le partenariat ainsi que l'investissement pour l'atteinte de l'objectif de la cascade 95-95-95, de mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici à l'horizon 2030. J'en appelle donc à tout un chacun à un renforcement de la prise de conscience sur le fait que le VIH-Sida reste une réalité. Il faut pour cela se protéger et protéger également la communauté. Quinoises et Quinois, la connaissance de votre statut sérologique est nécessaire. Je vous encourage au dépistage du VIH, à la fréquentation des services de prévention, soins, traitements, ainsi que du laboratoire pour suivre la suppression de la charge virale afin de garantir le succès pour l'atteinte de l'objectif de vaincre l'épidémie à VIH d'ici l'horizon 2030. Avec un accent particulier auprès de la population clé, qui sont le moteur de l'épidémie du VIH-Sida. Les professionnels de sexe, les usagers de drogues injectables, les jeunes, les adolescents, les hommes en uniforme. En outre, je vous demande d'éviter la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH-Sida, car en ce moment, ils ont plus besoin de notre soutien. Bana Kinshasa, VIH ezali nabokeseni na sida. Après la pluie qui s'est abattue aux petites heures de ce mercredi à Kinshasa, quelques dégâts sont enregistrés. Ici, nous sommes sur les avenues Okongo et Masikita, au quartier Upen dans la commune de Ngaliema. Des maisons emportées, des biens perdus. Bref, une forte érosion. Conséquence de la pluie de ce mercredi 1er décembre, mettant ainsi en difficulté. Boso batiki na njela o basali oyo nyose bokenda guverinoma ya biso alingaka soki makademe ebukani nde ya ye sikoyo ntango oyo makambo eza nanu bamoni ndenge esalami bato bakimi awa bandako ekei awa na ba 5 heures. Plusieurs familles. Pour cette dame, nommée Bellevie, tout se complique pour elle après ces dégâts. Difficile de retenir ses émotions. Maman Zate, papa Zate, toza bana na bana finalement. Bino batu to vota. Boza wapi? Première dame maman Denise, toza besoin na bino bota la vraiment. Ya mwana ya, la vérité. Image ya bota la vraiment. Soko sunga biso ata bosunga ngaliema. Les habitants de ce coin de Kinshasa ne jurent que par l'implication des autorités compétentes. La situation actuelle des avenues Okongo et Masikita nécessite l'implication urgente des autorités afin de trouver une solution en toute urgence. Quelle année incroyable pour toi. Ton départ de Barcelone,
ta victoire en Copa América. Longtemps au coude à coude avec Cristiano Ronaldo, au palmarès du Ballon d'Or, Lionel Messi règne désormais en maître au sommet du football mondial. L'immense génie à la personnalité discrète s'est vu très favori devant Robert Lewandowski et Jorginho, battus 3 fois en finale en 2007, 2015 et 2016 de la Copa América, battu en finale de la Coupe du Monde en 2014 par l'Allemagne 1-0. La petite silhouette, si éloignée des standards athlétiques, s'est croyée maudit. En 2016, Messi avait même annoncé mettre un terme à sa carrière internationale. L'homme revient et a conduit cet été l'Argentine au triomphe continental qui plus est face au grand rival brésilien 1-0. Ce triomphe lui a valu le suffrage de jurer et consacrer un septuplé hors norme que le natif de Rosario a réussi avec une fraîcheur déconcertante et un appétit intact malgré le but, les titres et les records qu'il accumule inlassablement. Dribbleur incontestable, la Pulga continue encore l'épopée des gloires au PSG cette saison avec 4 buts en actif.